Massa Al-Khir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, je reçois M. Baudouin Los, journaliste et spécialiste du dossier ou du conflit israélo-palestinien au journal Le Soir, pour parler du conflit qui nous intéresse aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, mais plus précisément la nouvelle attaque israélienne contre Gaza. M. Baudouin Los, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la énième attaque israélienne contre Gaza. Vous vous intéressez à ce dossier, vous m'avez expliqué avant de commencer cette interview, depuis 22 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle attaque, avant de parler du fond, bien sûr? Oui, donc depuis 1990, je suis en charge du dossier pour le Soir. Donc j'étais assez souvent, une quarantaine de fois sur place. Et je crois que je connais assez bien la situation. Et donc la chaîne d'événements qui a conduit à cette nouvelle intervention israélienne sur Gaza a un petit air de déjà-vu, si vous voulez. On a l'impression que l'histoire se répète continuellement, surtout depuis un événement assez important qui s'est produit. Il y en a plein des événements importants, mais on peut choisir par exemple les élections de 2006 quand le Hamas a remporté une majorité au Parlement palestinien, un phénomène qui a déplu à la communauté internationale, à Israël et aussi à l'autorité palestinienne de M. Mahmoud Abbas. Et donc tous ces gens-là se sont en quelque sorte coalisés pour boycotter le gouvernement qui a résulté de ces élections en 2006, dont pourtant on peut dire qu'elles avaient été les plus démocratiques à l'époque qu'avait connu jamais le monde arabe. Il y avait même des observateurs européens qui ont reconnu la légitimité. Et américains comme le Centre Carter, etc., qui ont dit que c'était des élections parfaitement démocratiques. Et je voudrais préciser que la communauté internationale, en l'espèce l'Europe et les États-Unis, avaient même insisté pour que le Hamas se présente. Parce qu'ils étaient sûrs que le Fatah allait gagner. Bon, malheureusement pour eux, c'est le Hamas qui a gagné pour des raisons qu'on peut évoquer si vous voulez plus tard. Mais ce qui s'est produit par la suite, c'est donc c'est que ce gouvernement a été boycotté par la communauté internationale et concomitamment une lutte fratricide entre Palestiniens a commencé à se développer. Je pense que l'Occident a même, si vous voulez, suggéré au Fatah de M. Abbas de ne pas se laisser faire, etc. Des tensions ont éclaté, qui se sont cristallisées surtout à Gaza. Et le Hamas a décidé donc en juin 2007 enfin, ils ont eu des informations comme quoi il allait avoir un coup d'État du Fatah à Gaza par M. Mohamed Dahlan, qui était l'homme fort du Fatah à l'époque à Gaza. Et donc ils ont anticipé ce coup et ils ont pris eux-mêmes le pouvoir, alors qu'ils étaient déjà au pouvoir, mais ils ont pris complètement le pouvoir, si vous voulez, vers le 14-15 juin, et de manière violente, il faut le signaler. Il y a eu des morts. Il y a eu quelques cadres du Fatah qui ont été exécutés sommairement. Bon, et depuis lors, donc, vous avez cette division, puisqu'alors, entre-temps, à Ramallah, le Fatah a évincé le Hamas. Et donc, on a deux Palestines, si vous voulez, deux Palestines toutes les deux occupées. L'une encerclée, c'est Gaza, dominée par le Hamas islamiste, et l'autre, en Cisjordanie, dominée, encore occupée par Israël pour une grande part, et dominée par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, et soutenue par l'Occident. Et donc le siège sur Gaza, vous savez, est un territoire en état de siège depuis toujours, hein, sauf que au fil des décennies, depuis 91, ça a commencé en 91, on a commencé à mettre des restrictions à la liberté de mouvement des gens qui habitaient à Gaza, jusqu'à 2007 où là carrément c'est un état de siège complet qui est instauré puisque le Hamas a pris le pouvoir. Et donc dans ce petit territoire, c'est minuscule, hein, c'est 360 km², 1,5 million, 1,6 million d'habitants, dont les trois quarts sont des réfugiés. Donc c'est une démographie particulièrement inhabituelle. Et donc s'est développé donc le pouvoir du Hamas depuis lors, ça fait quand même maintenant 5 ans. Et concomitamment, des groupuscules plus radicaux, certains diront plus extrémistes, djihad islamique, etc., s'y sont également développés, bien que le Hamas tente de mettre de l'ordre d'une façon virile, mais n'y parvient pas tout à fait. Et donc,
Parce que ce n'est pas le Hamas en général qui lance les roquettes sur Israël. Par contre, ces groupes radicaux, voire donc extrémistes, eux n'ont de cesse d'essayer de taquiner, de harceler plutôt les Israéliens en lançant des roquettes souvent du matériel assez misérable, etc. Mais ce qui provoque souvent des entre guillemets représailles. C'est une chaîne sans fin de petits événements comme ça avec des répliques israéliennes, etc. Et puis les Israéliens ont décidé donc la semaine passée de faire mais ils l'avaient déjà fait à l'hiver 2008-2009. Donc je rappelle, c'est bien de faire ce petit rappel historique, mais je rappelle que depuis 2005, il y a eu le retrait de l'armée et des colons israéliens de ce territoire de Gaza. Voilà. Et depuis lors, il y a eu toujours des attaques israéliennes contre Gaza. Mais c'est-à-dire donc il y a eu ces harcèlements entre groupuscules et Israël qui maintient, si vous voulez, comme Israël maintient un siège, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'économie de Gaza est complètement en panne. Si vous voulez, vous n'avez pas de ciment qui rentre, vous n'avez pas de matériel de construction, etc. Les exportations, Gaza exportait pas mal, des fraises, des fleurs coupées, etc. Tout ça est terminé, il n'y a plus rien qui sort. Il y a l'équivalent d'un camion par jour, alors qu'avant, il y avait 98 fois plus, je crois. Donc, je vois que 80% des familles palestiniennes vivent de l'aide de l'ONU. Voilà, de l'aide humanitaire. Donc, c'est vous dire un petit peu la situation. Et donc, en fait, beaucoup d'observateurs, y compris des gens parfaitement neutres de l'ONU, etc., décrivent ce territoire comme une prison à ciel ouvert. Et à cet égard, il faut signaler qu'il y a une frontière de 13 km avec l'Égypte, au lieu dit Rafah, la ville qui est une ville même divisée. En fait, il y a une partie égyptienne et une partie palestinienne. Et les Égyptiens du temps de Moubarak, qui était donc un serviteur, faut bien le dire, des États-Unis, maintenaient donc le blocus. Très peu de gens, d'abord sur le plan économique, rien ne passait. Et au niveau des personnes, il y avait quelques passages, mais très 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 contrôlés. Ce qui fait que s'est développée une économie souterraine par justement des tunnels, sans lesquels, je dois dire que je pense qu'il y aurait une misère terrible à Gaza. Mais ces tunnels ont vraiment bénéficié à Gaza, mais c'est donc une économie parallèle et souterraine. C'est vraiment. Alors, avant cette nouvelle action militaire israélienne de cette semaine, il y a eu celle de 2009, la plus meurtrière. 2008-2009, donc ça a commencé. Décembre. Ça a commencé le 27 décembre 2008. Janvier 2009. Donc Israël avait lui-même rompu le cessez-le-feu. Il y avait un cessez-le-feu qui avait été signé en juin 2008, notamment par Ahmed Jabari qui a été tué la semaine passée, qui est donc qui était déjà le chef militaire de l'aile militaire du Hamas. Et donc, ce cessez-le-feu était bien respecté. Et donc, il était entre juin et novembre, il y avait très très peu d'incidents, pratiquement pas. Et puis les Israéliens ont attaqué des militants non loin de la frontière. Ils en ont tué 6. Ça c'était en novembre, ils ont empêché les journalistes, tout d'un coup les journalistes qui pourtant peuvent aller et venir, c'est les seuls avec les diplomates, eh bien ces deux catégories, journalistes et diplomates, n'ont plus pu aller à Gaza. Et donc on se demandait pourquoi. Eh bien, évidemment, on savait que le Hamas allait répondre à la mort de ces 6 militants. En effet, ils ont répondu. Et qu'est-ce qui s'est passé le 27 décembre? Donc c'est ce qu'ils ont appelé l'opération Plomb durci. Particulièrement sanglante, donc puisqu'elle a abouti 1400 morts palestiniens. Quelques jours plus tard par une invasion terrestre de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Et donc voilà, en effet, 1400 morts, probablement une majorité de civils là-dedans, dont 300 enfants. Donc pour l'image d'Israël, ça a été un fiasco total. Et tout ça, il fallait, paraît-il, pour redresser l'image de l'armée, bon, je ne sais pas. En tout cas, il me semble que c'était un gros échec, mais évidemment, le Hamas a payé un prix très lourd, puisque, évidemment, quelques centaines de ses militants ont perdu la vie. Mais enfin, il avait aussi résisté, puisque, bon, ses principaux chefs étaient restés vivants et défiants, etc. Alors, il y a eu cette nouvelle attaque mercredi passé, et vous avez signé votre édito dans le journal Le Soir, un grand quotidien francophone ici en Belgique, sous le titre « Un air désespérant de déjà-vu ».
Oui, donc puisque on ne va pas reproduire votre édito, mais peut-être mais donc, les grandes lignes. Oui, mais bon, en fait, c'est une espèce de, c'est désespérant parce que si vous voulez, les choses, on connaît très bien les éléments, on sait ce qui se passe et on sait que ça ne va pas changer, que il va y avoir cette fois-ci aussi, il va y avoir un cessez-le-feu. En fait, les Israéliens, je ne suis pas du tout sûr qu'ils aient envie de se débarrasser du Hamas. Le Hamas est très confortable pour Israël parce que ça donne un visage, si vous voulez, qu'on assimile au terrorisme. La communauté internationale estime que le Hamas est une organisation terroriste. Donc s'ils sont là, vous avez le gouvernement israélien qui est capable de dire à la communauté internationale: vous voulez que nous fassions la paix, mais regardez, la moitié de la population est sous la coupe de terroristes. Islamistes, extrémistes, voilà. Etc. Ce sont des mots qui touchent aussi. Et donc tant que le peuple palestinien est divisé et déchiré entre ces deux factions, c'est très confortable pour Israël, qui peut donc dire à la face du monde: mais nous ne pouvons pas faire la paix avec ces gens qui sont à moitié dominés par des terroristes. Donc je ne pense pas que les Israéliens veulent se débarrasser du Hamas, puisque je vous signale que le gouvernement actuel d'Israël est le plus extrémiste qui n'a jamais produit ce pays dans l'histoire. Pourtant, il y en a eu d'autres, des gouvernements extrémistes, notamment M. Shamir dans les années 90, fin 80-90, qui refusait toute espèce de négociation. Etc. Alors pourquoi, selon vous, cette nouvelle action militaire? Qu'est-ce qui justifie cette action militaire? Il y a évidemment de lourds soupçons. Il y a des élections israéliennes qui sont annoncées pour le 22 janvier. Le 22 janvier, c'est dans 2 mois. Donc, pour des personnages politiques israéliens comme le Premier ministre Netanyahou, qui a une réputation de viril va-t-en-guerre, ou son ministre de la Défense, Ehud Barak, qui sous un autre gouvernement était déjà celui qui était l'auteur de l'invasion de 2008-2009, quelle aubaine, si ce n'est de faire une attaque ainsi puisque la population israélienne est excédée par les tirs de roquettes, etc. Et donc on fait montre de sa force, de sa détermination, et après ça, normalement, aux élections... Alors les Israéliens justifient cette attaque parce que justement, comme vous le dites, il y a des attaques de roquettes palestiniennes ou de Gaza. Est-ce que c'est ça qui a déclenché cette action, ou bien c'est plutôt les Israéliens qui ont été à l'origine ou qui ont déclenché cette nouvelle guerre? Un enchaînement sans fin. Ici, on peut dire qu'il y avait de nouveau une accalmie. Il y a eu un garçon de 17 ans qui était tué. Quelle était la date? Je crois que c'était le 18 novembre, alors qu'il était en train de jouer au football, mais il était à proximité. Du coup, il y a une organisation plus radicale qui a envoyé des roquettes. Il y en a une autre qui a attaqué une patrouille israélienne le long de la frontière, etc. Les Israéliens ont répliqué par quelques bombardements. Du coup, c'est un enchaînement très connu, c'est banal. Et si vous voulez, tant que ce territoire sera en état de siège, tant que ce territoire sera une prison, et aussi, il faut dire, tant que les Palestiniens seront divisés, je pense que malheureusement, on ne pourra pas obtenir de progrès. Alors justement, on vous entend, et l'opinion internationale aussi peut comprendre, peut-être entre grandes guillemets, que Israël ne peut pas faire la paix avec le Hamas, mais qu'est-ce qui l'empêche de faire la paix avec l'autorité palestinienne? Voilà. Parce qu'on a un président de l'autorité, Mahmoud Abbas, qui reste impuissant, ou qui n'a aucune influence sur le cours des choses. C'est une question qu'il faudrait poser aux Israéliens, parce qu'en effet, vous avez Mahmoud Abbas a succédé à Arafat. Donc Arafat est décédé le 11 novembre 2004. Et en janvier 2005, Mahmoud Abbas a été élu sur un programme: on arrête l'intifada, la deuxième intifada, et on négocie avec Israël. Et il est élu triomphalement. Bon, ça sont les chiffres. Qu'est-ce qui se passe? C'était encore Sharon à l'époque. Il fait évacuer la bande de Gaza. On peut se dire, tiens, il fait un geste. Mais on s'est aperçu qu'il n'a pas donné les clés de Gaza à Mahmoud Abbas. Il les a en quelque sorte donnés au Hamas, parce qu'il a dit: nous on se retire, débrouillez-vous. Donc il n'y a pas eu de cérémonie, il n'y a pas eu de remise de pouvoir comme on pourrait imaginer. Non, rien du tout. Il fallait surtout pas favoriser Mahmoud Abbas. On se demande pourquoi. Peut-être parce que M. Sharon n'avait pas l'intention de négocier. On ne le saura jamais, puisque depuis janvier 2006, il est dans un coma irréversible. Donc, à ce moment-là, on aurait pu en effet imaginer qu'avec Mahmoud Abbas, Israël allait négocier. Il y a eu des tentatives avec le successeur de Olmert, le successeur de Sharon. Il y a eu des négociations en 2007-2008.
qui allait cas un cas, ça veut dire ça avançait, circulait. Il y avait des choses sur le bureau de M. Bush en décembre 2008. Il était sur le point de faire une proposition aux deux parties en disant, tiens, vous êtes plus ou moins d'accord sur la question des frontières, est-ce qu'on pourrait imaginer ceci, ces cartes-là, etc. Au moment où s'est produit la fameuse attaque plomb durci, et donc qui a mis tout ça... Est-ce qu'on peut dire qu'Israël ne veut pas faire la paix? Ou bien ne veut pas trouver une solution durable tout de suite au conflit? Si vous voulez, tous les gouvernements israéliens ont toujours dit « nous voulons la paix ». C'est une proclamation permanente. Ce qui se passe, c'est que sur le terrain, on ne voit pas dans leurs actes que cette proclamation est tout à fait réelle. Puisque, si vous voulez, le fait que la colonisation juive des territoires occupés non seulement se poursuit, mais s'intensifie, non seulement à Jérusalem-Est, or on sait que si Jérusalem-Est ne devient pas la capitale palestinienne, il n'y aura jamais de paix, ils le savent très bien aussi, non seulement à Jérusalem-Est, mais même au-delà du mur. Ils ont construit un mur d'ailleurs qui empiète assez largement à certains endroits en territoire palestinien, mais même à l'est de ce mur, donc, parce qu'on pourrait même imaginer que ce mur devienne un jour la frontière. Mais non, mais même de l'autre côté, du côté palestinien, ils continuent aussi à coloniser, à construire pour les colons juifs. Donc peut-être qu'ils veulent un État palestinien, mais comme eux l'entendent ou le voient déjà. Des espèces de bantoustans. Vous savez, des bantoustans, ça fait référence à l'Afrique du Sud de l'époque du gouvernement raciste, dans les années 70-80, où vous aviez donc des réserves, c'est un peu comme des réserves indiennes, si vous voulez, des territoires assez petits, où les gens, les Noirs devaient aller dormir, ils pouvaient venir travailler la journée dans le reste de l'Afrique du Sud, et puis le Noir, il devait retourner le soir, il devait retourner dans ces territoires. Bon, ici, on a de réserve plutôt. Voilà, on aurait un peu ça. Donc les grandes villes palestiniennes, Naplouse, Ramallah, Hébron, Bethléem, que sais-je, Jenin, Toul-Karem, Kalkilia, ça serait comme ça. Si vous voyez la carte, ça fait un peu l'effet d'une peau de léopard, comme ça. Et les Israéliens, à mon avis, seraient prêts à dire, vous voulez un État, mais appelez ça votre État. Mais donc il n'y a pas de continuité territoriale, etc. Tant que les Israéliens sont... Et il faut quand même rappeler que les territoires occupés que réclament les Palestiniens, ce n'est que 22% de la Palestine mandataire, c'est ce qu'on appelle le mandat britannique qui avait été établi sur la Palestine à l'issue de la Première Guerre mondiale. Eh bien, ce dont on parle, les territoires occupés par Israël en 67, ce n'est que 22%. Et c'est ces 22%-là que Israël colonise à tour de bras. Donc, il n'y a pas de quoi être optimiste, à vous entendre, sur l'issue de ce conflit. D'autant moins que, si vous voulez, l'opinion publique israélienne, un peu les clés de cette affaire. S'ils élisaient des majorités à la Knesset c'est leur parlement, s'ils élisaient des majorités progressistes pour la paix, etc., on pourrait se dire, bon, mais ce n'est pas le cas. Alors ils vont vous dire, pourquoi élisons-nous des gens du Likoud, etc., des nationalistes qui ne veulent pas faire la paix? C'est parce que nous avons essayé dans le passé, avec Oslo, avec Camp David, etc., et qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu la deuxième intifada, 1 millier de morts, etc. Ils oublient qu'il y a eu 5-6 000 morts du côté palestinien, mais donc, si vous voulez, M. Barak, qui avait fait le sommet de Camp David en 2000, qui a échoué, parce que Arafat n'a pas cédé, les offres israéliennes n'étaient pas acceptables. Et donc, Barak a dit à l'opinion publique israélienne, vous voyez, nous n'avons pas de partenaires. Et donc, on en est toujours là. On peut dire que la population israélienne est victime aussi de la propagande officielle. D'une certaine façon, oui, en effet. C'est un pays, évidemment, qui a développé une paranoïa qui a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale, après le massacre de millions de Juifs, etc. Donc, il y a une mentalité paranoïaque. Tout le monde veut nous exterminer. Qui est entretenue. Qui est arrivée sur une terre où la population locale leur était hostile, etc. Et donc, ils les ont chassés pour une partie, etc. Et donc, évidemment, on est dans une terre où le sentiment de haine des deux côtés n'a jamais cessé de se développer, et les efforts de paix des deux côtés n'ont pas, enfin, en tout cas, si vous voulez, les Israéliens ne démontrent pas par leur comportement sur le terrain qu'ils ont réellement envie de partager la terre. Alors, quid de la réaction
des Occidentaux, on va dire, pour ne pas parler des autres pays qui sont impuissants face à ce conflit. Quid de la réaction de l'Europe et des États-Unis sur ce qui se passe maintenant la position européenne est vraiment très curieuse parce que, si vous voulez, l'Union européenne répète assez régulièrement son credo politique. Et notamment, ils ont fait une déclaration, c'était en décembre 2009, qui reprend l'essentiel du droit international dont ils s'inspirent pour définir leur politique vis-à-vis de la Palestine. C'est parfait. C'est parfait. C'est tout le droit international qui dit donc à Israël de s'en aller des territoires, de laisser se créer un État palestinien dans les territoires occupés, etc., y compris à Jérusalem-Est. Et les Européens n'ont jamais transigé là-dessus. Sur le plan rhétorique, c'est leur politique. Mais qu'est-ce qu'on voit au niveau pratique ? Dans les faits. Dans les faits. Dans les faits, donc, ils se contentent, en effet, une fois l'an, au maximum, de répéter ce credo. Et puis, vous n'avez absolument aucune pression sur Israël, alors que Israël fait plus de la moitié de son commerce avec les Européens. Donc nous avons tous les moyens, nous les Européens, de faire une pression. Il suffirait même de suggérer qu'on pourrait utiliser l'arme. Mais pourquoi on ne le fait pas, à votre avis ? Alors qu'on le fait avec d'autres pays. Les gens sont un peu, ils sont très inquiets par rapport à ce qui se passe et ils sont aussi très curieux face à ce double discours ou bien à ce deux poids deux mesures. Voilà. Parce quand on voit ce qui se passe en Syrie et toute cette mobilisation internationale... Syrie, on ne fait rien non plus, je vous signale. On peut parler de la Syrie. On l'a fait en Libye. En Libye, on l'a fait. Donc, pourquoi il n'y a pas cette pression? Il y a aussi des morts, des enfants. Il y a un sentiment... Vous avez parlé de 300 enfants morts. Tout à fait. Il y a donc un sentiment très clair qu'Israël jouit de l'impunité. Quels que soient ces actes éventuellement agressifs, il jouit de l'impunité. Et pourquoi les Européens ne bougent-ils pas, alors que donc, je vous dis, leur ligne politique est claire et tout à fait contraire, même sur le siège de Gaza, chaque année, ils disent Israël doit lever le siège. Ouais, ce n'est pas acceptable. Voilà. Bon, eh bien, parce que les Européens sont tout simplement très divisés. Vous avez 27 pays, je ne vais pas dire qu'il y a 27 opinions, mais il y a certainement 3 catégories d'Européens. Ceux qui sont pour qu'on fasse des pressions sur Israël, minoritaires, ceux qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, et alors quelques grands pays, et quelques pays importants, et notamment l'Allemagne, qui disent non, vous savez, vis-à-vis d'Israël, c'est un peu gênant, etc. Pourquoi l'Allemagne ? Mais l'Allemagne, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, il y a un sentiment de culpabilité par rapport au peuple juif qui existe donc depuis les choses irréparables qu'ils ont commises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, si vous voulez, les Allemands disent toujours dans les sommets, ne nous demandez pas de contresigner une politique qui serait hostile à Israël. On ne demande pas d'être hostile à Israël, on demande simplement à Israël de respecter le droit international. Et ça, apparemment, et pourtant, vous savez... Et cet immobilisme allemand, est-ce qu'il handicape de manière... très grave la position européenne. Oui, mais il n'y a pas que les Allemands. Si les Allemands étaient seuls, bon, mais non, il y a d'autres pays. Il y a la Hollande, il y a le Danemark, il y a, selon les gouvernements, par exemple, quand c'était Berlusconi, l'Italie était férocement en faveur du gouvernement Netanyahou, etc. Idem en Espagne, quand ça a changé, c'était les socialistes, les Espagnols étaient pas mal sur le dossier palestinien. Maintenant, c'est Rajoy, donc c'est... Certains arabo-musulmans disent que c'est parce que ce sont justement des populations palestiniennes, arabes, musulmanes, et qu'ils n'intéressent pas trop les Européens. Ce sont des sous-hommes, vu le contexte actuel, un peu... Non, je pense... Qui a peur un peu de l'islam, et donc voilà, si Israël passe le sale boulot, tant mieux, quoi. Je pense pas qu'il y a du racisme là-dedans. C'est vrai que ce qui brouille un peu dans les esprits l'éventuel souhait de solidarité avec les malheurs palestiniens, c'est en effet... la montée du Hamas. Oui, mais le Hamas n'existait pas avant non plus. Il y avait aussi des attaques, des massacres, des tueries. Oui, mais donc il y a eu... Les Européens, par exemple, ont été quand même en flèche en 1980 au sommet de Venise. Ils sont les premiers à dire qu'il faut un État palestinien. C'était quand même... à ce moment-là, c'était encore les années du Fatah avec le terrorisme, etc. Ils ont dit qu'il faut un État palestinien. Rester dans la position internationale, donc le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël n'arrange rien non plus. Voilà. Ouais, voilà, parce que voilà, le pays qui a une vraie influence sur Israël, ce sont les États-Unis.
Alors là, il y a des considérations de politique intérieure intérieure américaine, et qu'il faut mentionner. Et c'est donc la puissance des lobbies pro-israéliens, pro-sionistes. Il y a les lobbies, il y a tout simplement les lobbies juifs, mais il y a aussi des lobbies fondamentalistes chrétiens. Il ne faut pas oublier ces gens-là qui sont très nombreux et puissants financièrement, qui font que, si vous voulez, les élus, je parle par exemple du Congrès, donc le Sénat et la Chambre des représentants, les élus hésitent à 2 fois avant de voter une motion qui serait contre Israël, parce que s'ils défient ces lobbies, à la prochaine élection, ils risquent de voir leur adversaire être doté des plus grands moyens financiers pour le battre. Donc, on ne peut rien attendre du gouvernement américain. Et on a vu que M. Obama était parti avec de très bonnes intentions en 2009. Souvenez-vous qu'il avait même nommé un envoyé spécial, M. Mitchell, George Mitchell, avec pour but principal de faire arrêter la colonisation pour qu'on puisse reprendre. Donc c'était parfait, ça. Bon, il s'est cassé les dents. On n'entend plus parler de lui. Il s'est cassé les dents. Non, après 1 an et demi, il a été renvoyé. Il s'est cassé les dents et bon, Obama s'est rendu compte que, vous savez, en 2010, il y avait déjà ce qu'on appelle les midterms. Donc, à la mi-mandat, il y a la moitié du Congrès qui est renouvelé. Donc, ici encore, peur du lobby, etc. Des lobbies fondamentalistes chrétiens, pro-sionistes et autres. Et donc, Obama s'est dit, moi, j'ai besoin de ces gens-là, j'ai besoin d'eux, je ne peux pas les défier. Et donc, il a changé, il a totalement abandonné la carte palestinienne qu'il avait pourtant brandie à la face de Netanyahou en 2009. Il a échoué et il s'est retrouvé même un peu ridicule, si vous voulez. Donc, alors, qui a les clés pour résoudre ce conflit, selon vous? Parce qu'à vous entendre, on sort pessimiste de cette émission. On se dit que les choses vont continuer comme ça. Je ne vous accuse pas personnellement. Non, je suis en effet extrêmement pessimiste, parce que si vous voulez, les clés, c'est l'opinion publique israélienne qui pourrait modifier la composition de la Knesset, elle ne le fera pas. Ce sont les Européens qui pourraient faire des pressions qui ne bougent pas, qui ne le feront pas non plus. Et c'est les États-Unis qui sont les seuls à avoir une influence considérable sur Israël et qui ne bougeront pas non plus. Comment voulez-vous être optimiste? Et donc on continuera comme ça, alors avec d'autres attaques, d'autres morts, alors, surtout parmi les civils. Des 2 côtés, d'ailleurs. Plus du côté palestinien, mais bon. Il pourrait y avoir un petit événement dans quelques jours. On ne peut pas encore mesurer son importance. C'est le 29 novembre. C'est d'ailleurs une date assez symbolique pour aller à l'ONU, parce que c'est exactement 65 ans, jour pour jour, après la décision de l'Assemblée générale de l'ONU de diviser la Palestine en 2 États. Il n'y a jamais eu qu'un, finalement, Israël. Et donc, parce qu'à l'époque, les Arabes avaient refusé. Et donc là, M. Abbas retourne à l'Assemblée générale et va demander à cette Assemblée de voter l'admission de la Palestine comme État non membre. Donc c'est un peu aberrant, l'admission d'un État non membre. Pourquoi non membre? Parce que un État membre, il faut l'accord du Conseil de sécurité. Vous avez les droits de veto, notamment américains, qui suffiraient pour éliminer la menace d'un État palestinien. Par contre, un État non membre peut être déclaré par l'Assemblée générale, ce qu'elle devrait faire. Tout savoir un petit peu si les Européens qui avaient appuyé, au fond, là, par exemple, des pays comme la France, avaient dit oui, faites ça, mais ça c'était Sarkozy, et Sarkozy était plus courageux. Il était très pro-israélien, mais il avait été dire aux Israéliens à Jérusalem, vous savez, si vous ne faites pas la paix, si vous ne laissez pas créer un État palestinien, ça n'ira jamais. Donc il avait un certain courage. Alors, vous parlez du courage de Sarkozy. De Sarkozy. Et apparemment, Hollande lui a battu en retraite, parce que il avait également dans son programme pour devenir président, également l'établissement d'un État palestinien reconnu à l'ONU. Et là, apparemment, après une visite de Netanyahou il y a 2 semaines, il a fait machine arrière, il a dit oui, il faudrait des négociations sans condition. C'est ce que demandent les Israéliens. Et pourquoi cette petite phrase, négociations sans condition? Que demandent comme condition les Palestiniens? Une seule chose, l'arrêt de la colonisation. On arrête de construire sur ce quoi on est en train de vouloir bâtir la Palestine. Monsieur Loos, face à cet immobilisme des Occidentaux, les Européens, les Américains, est-ce que vous comprenez certains
extrémistes ou certains islamistes qui disent qu'il ne faut plus faire confiance dans la démocratie occidentale, dans ces États démocratiques, parce qu'il y a justement ces deux poids, deux mesures, et parce que face au drame palestinien, ils ne bougeront pas. Donc cette démocratie, ces valeurs qu'ils essaient de nous vendre, notamment à l'occasion de ces printemps arabes, ça ne veut rien dire. Retournons sur nos bases, sur nos origines, autour de l'islam, etc. Est-ce que vous comprenez ce rejet des valeurs occidentales et démocratiques dans les pays arabo-musulmans? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un rejet des valeurs démocratiques et occidentales. Si vous voulez, par exemple, la défense des droits de l'homme. Alors je sais bien, il y a deux poids, deux mesures, tout ce qu'on veut, mais je veux dire, sur le plan théorique, le respect des droits de l'homme, le fait qu'un régime ne pourrait pas torturer ses citoyens, ça serait déjà un immense progrès dans beaucoup de pays arabes, vous ne croyez pas? Je pense même à des pays du Maghreb, hein, si on ne pouvait plus torturer. Et ce sont des choses qui se produisent encore tous les jours. Les droits de l'homme, c'est pas une valeur de l'Occident, c'est une valeur universelle. La démocratie, c'est pas une valeur de l'Occident. Est-ce que vous ne croyez pas que tous les Arabes ont envie de pouvoir décider? Depuis longtemps, je veux dire, ces Occidentaux essaient de vendre ou de donner des leçons à certains pays arabes ou musulmans pour appliquer justement la démocratie, mais on voit que... Les deux poids, deux mesures, c'est tout à fait scandaleux. Alors, dernière question, Monsieur Loos, c'est par rapport à la couverture médiatique de ce conflit. Vous êtes journaliste, vous avez sûrement essuyé aussi des critiques, parfois fondées, parfois non fondées. Certains disent que les médias, surtout occidentaux, ne sont pas très impartials quand il s'agit de couvrir ce conflit, qu'ils sont plutôt pro-israéliens qu'autre chose. Quelle est votre réaction? Bon, c'est difficile de parler en général, parce que ça, c'est évidemment plus facile de dire, tiens, que pensez-vous de la couverture de France 2, de Al Jazeera, de la Libre Belgique, pour parler d'un concurrent, quoi. Donc, en général, c'est un peu difficile. Généralement, on parle de liquidation, ce qui se passe souvent au niveau des médias, disons, les grands médias télévisés, etc., c'est que ils épousent un petit peu la version israélienne des faits. Bon, je dois dire que ce n'est pas le cas de tout le monde, et notamment pas chez nous. Nous essayons de faire un travail d'analyse approfondi, en donnant la parole, en prenant en compte la parole de chacun, etc. Et avec des valeurs, les valeurs que le Soir essaye de promouvoir, c'est notamment le droit international et les droits de l'homme. Et je pense qu'à ce niveau-là, en effet, on est obligé de se montrer critique par rapport à l'État d'Israël. Ce n'est pas le cas, vous me direz, de tous les médias. En effet, hélas, il y a parfois simplement de la méconnaissance. Vous savez, moi je suis spécialiste, ça fait 22 ans que j'en parle, donc je suis devenu, je pense, un expert assez correct sur ces affaires-là. Mes confrères, souvent, ils doivent traiter du monde entier, donc ils ne peuvent pas connaître les subtilités de ce dossier comme celui dans d'autres cas. Et donc, parfois, ça les amène à faire des raccourcis qui sont parfaitement scandaleux. Mais ça vous arrive d'avoir des critiques aussi des pro-palestiniens que des pro-israéliens, comme quoi vous n'êtes pas plus objectif? Oui. Je ne parle pas de vous, généralement, mais du journal Le Soir, par exemple. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, en général, puisque moi, c'est souvent moi qui signe pour le conflit israélo-palestinien, ce qu'on me reproche souvent, c'est de mettre l'accent sur les malheurs palestiniens et de ne pas assez mettre l'accent sur les malheurs israéliens. Mais je pense qu'il n'y a pas une balance comme ça. On ne peut pas dire dans chaque dossier, il y a 50% de fautes d'un côté, 50% de l'autre. Quand l'analyse la plus approfondie vous donne à penser qu'en fait les Israéliens ont toutes les cartes en main, mais qu'ils n'en font rien, qu'ils ne veulent pas que la situation change, on est bien obligé de l'écrire. Merci Monsieur Baudouin-Loos. Je rappelle que ce conflit dure depuis presque une semaine, qu'il a fait déjà plus de 100 morts côté palestinien, 3 morts côté israélien, et qu'il a fait aussi presque 1000 blessés côté palestinien. Donc j'espère que ce conflit s'arrêtera sous peu. On parle d'une négociation de trêve. J'espère vous revoir très bientôt, Monsieur Loos, peut-être pour approfondir ces sujets, parce qu'on a traité plusieurs sujets, et chaque thématique mérite peut-être toute une émission. Merci encore une fois, Monsieur Loos. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste de ce conflit, expert, comme vous venez de le dire, du conflit israélo-palestinien dans votre quotidien Le Soir. Quant à moi, je vous donne un autre rendez-vous dans une autre émission Tijini Talk. D'ici là, à bientôt. Ma salama.